Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Avec à la une la sécheresse qui inquiète. Si la situation s'est quelque peu améliorée ces derniers jours, les cours d'eau restent étroitement surveillés. En Martinique, vous le verrez, les coupures d'eau, elles s'enchaînent. Reportage de Via Occitanie et de Via ATV dès le début de ce journal. 100 jours de guerre et des millions de réfugiés, les Ukrainiens essaient tant bien que mal de se reconstruire et de reconstruire leur vie à l'étranger. En Moselle, vous allez le voir, une femme vient de se faire embaucher dans un salon de coiffure. Un sujet de Moselle Télévision à voir dans quelques minutes. Meilleur ami de l'homme et son sauveur aussi, les chiens et leurs capacités olfactives sont de plus en plus utilisés lors de grands événements pour assurer notre sécurité. Un reportage lors du mythique Grand Prix de Monaco avec Monaco Info dans ce journal dans un instant. C'est une première en France. Un train d'époque permet de relier deux forts militaires du 19e siècle. Un voyage aussi touristique qu'historique que nous fera découvrir la rédaction de Vosges Télévision en fin de journal. Chaleur et sécheresse, le pire est-il à craindre pour cet été? Alors que des préfectures limitent déjà l'usage de l'eau dans certains départements, les conditions climatiques restent difficiles en cette fin de printemps. Dans les Pyrénées-Orientales, si la situation n'est pas encore alarmante, les cours d'eau sont surveillés de très près par l'Office français de la biodiversité. Regardez ce reportage d'Isaac Barry pour Via Occitanie sur place. Nous allons donc observer l'écoulement de la rivière. Surveiller les rivières pour prévenir de la sécheresse. L'Office français de la biodiversité surveille 33 cours d'eau dans les Pyrénées-Orientales. De mai à septembre, la police de l'environnement est aux aguets. On transmet ça à notre chef de service qui va donc compiler toutes les données et qui va après transmettre ça donc au préfet du département pour prendre des décisions quant à la prise d'arrêté préfectoral de sécheresse. Si la sécheresse est constatée, le préfet peut alors prendre des mesures pour limiter la consommation d'eau. Pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour 2022, on est dans une année après 2021 où l'année a été relativement sèche et où il y a eu des arrêtés de restriction des usages de l'eau assez importants. Là, sur 2022, on n'est pas dans le dur en début de saison, ce qui n'empêche pas d'être vigilant. Il y en a un qui est en face de Migas, je ne sais plus trop où là. Pour le département des Pyrénées-Orientales, le risque de sécheresse est jugé fort pour cet été. Il devrait en revanche rester faible sur 7 des 13 départements d'Occitanie. La sécheresse, un sujet d'inquiétude aussi pour les départements d'outre-mer. En Martinique, les coupures d'eau se multiplient depuis une dizaine de jours. En cause, le manque de pluie qui rend difficile l'approvisionnement de plusieurs réservoirs. Pour les professionnels comme les restaurateurs, ces coupures récurrentes sont un vrai défi au quotidien. Un reportage de Robin Paris et de Marlène Mec pour Via ATV en Martinique. C'est l'heure de la plonge dans ce restaurant de Fort-de-France. Ce midi, on lave la vaisselle à la main et à l'ancienne. L'eau courante est coupée. Je me retrouve obligée d'aller chercher des seaux d'eau en bas du restaurant où il y a de l'eau, les remonter et faire un seau d'eau savonnée, un seau d'eau claire. Des coupures intempestives qui se multiplient depuis une dizaine de jours. Ça peut venir aussi bien avant le service, le matin, comme l'après-midi ou le soir. Donc à chaque service, nous avons toujours une surprise de savoir si oui ou non on va avoir de l'eau. Une situation directement liée à la sécheresse. Le manque d'eau rend difficile l'approvisionnement des réservoirs, explique Audici dans un communiqué. L'opérateur met en place des coupures tournantes ici à Cluny et dans d'autres quartiers de Fort-de-France. Voilà, le reste de l'actualité marqué cette semaine par le triste symbole des 100 jours de guerre en Ukraine. Les troupes russes sont désormais concentrées dans l'est du pays. Au total, presque 7 millions de personnes ont fui ce pays depuis fin février. Parmi eux, plusieurs milliers vivent désormais en France et tentent difficilement de se bâtir une nouvelle vie. C'est le cas de Tatiana, vous allez le voir, une Ukrainienne qui vient de se faire embaucher dans un salon de coiffure en Moselle. Un travail en signe d'espoir pour elle. Reportage d'Emma Fercetti pour Moselle Télévision. Le bruit du sèche-cheveux a remplacé le son ahurissant des bombes. À 35 ans, Tatiana a laissé sa vie derrière elle. En février dernier, la jeune femme a quitté sa ville d'origine, Mariupol, en Ukraine, avec sa fille et une amie.
Aujourd'hui, elle tente de reprendre une vie quasi normale en travaillant dans ce salon de coiffure. J'ai décidé de trouver un travail parce que c'est nécessaire pour moi, pour me sentir vivante. De faire quelque chose que j'aime parce que j'adore mon travail. C'est comme une chance pour moi. Le monde de la coiffure, cet univers, l'Ukrainienne le connaît bien, puisqu'elle a 3 ans d'expérience en tant que coloriste dans son pays. Un savoir-faire qui a conquis le cœur de la gérante de ce salon. Alors, je cherchais une coiffeuse complète, donc polyvalente. Et Tatiana, elle est technicienne, elle ne sait pas couper, elle fait un tout petit peu les brushings, mais elle est très demandeuse d'apprendre et moi je veux bien la former. Même si les coiffeurs et les clients du salon parlent très peu anglais, l'Ukrainienne arrive tout de même à se faire comprendre grâce à la technologie. Tu peux me rincer la couleur s'il te plaît Tatiana? Au niveau de la barrière de langue, il n'y a aucun souci puisqu'en fait on pratique avec le portable tout simplement, Google Traduction et avec ça tout se passe bien et puis on se fait comprendre, elle fait partie du milieu de la coiffure, moi aussi, donc voilà, on se comprend facilement. Retournée en Ukraine, la jeune femme y pense, mais la situation de son pays est encore trop effrayante pour entreprendre un tel voyage. Voilà, et de l'espoir aussi pour des enfants ukrainiens. 17 000 d'entre eux sont désormais scolarisés en France. Un apprentissage forcément particulier dans un nouveau pays pour eux et avec de nouvelles habitudes à prendre. Alors, comment se déroule leur scolarité à la découverte du français, par exemple? Reportage d'Angélique Boilet dans un collège du Val d'Oise qui accueille depuis le mois d'avril 9 élèves issus de plusieurs familles. Tu es malade? Tu étais malade? Ce matin-là, c'est cours de français pour ces 9 élèves ukrainiens. Ils ont fui leur pays en guerre avec la Russie et sont scolarisés ici, au collège Robert Doisneau à Gonesse, depuis la mi-avril. Depuis leur arrivée, ils ont entre 9 et 11 heures de français par semaine. Pas de traducteur dans la classe. Le professeur, qui ne parle pas non plus l'ukrainien, a donc beaucoup recours à la gestuelle. Fort, hein? Ils sont intégrés dans le dispositif prévu par l'Éducation nationale, appelé UPE2A, et destiné aux élèves nouvellement arrivés en France, dit allophone. Un dispositif qui leur permet de bénéficier d'un enseignement renforcé en français langue seconde avec un professeur formé. Pour l'instant, ils suivent quelques matières comme les mathématiques, l'éducation musicale, l'art plastique ou encore l'anglais. Des heures de cours classiques vouées à augmenter au fur et à mesure de leur progrès. Lorsqu'ils arrivent, ils sont dans le groupe 1 des grands débutants, donc c'est là où ils ont un nombre d'heures conséquent de français langue seconde. Et lorsqu'ils sont prêts, ils passent dans le groupe 2, donc là forcément ils ont moins d'heures de français langue seconde, mais plus d'heures d'inclusion en classe ordinaire. On fait en sorte de les accompagner pour qu'ils soient de plus en plus autonomes. C'est un suivi là qui est individuel au niveau des élèves. Et à terme, ils doivent se retrouver en classe ordinaire et être évalués comme les autres élèves. Cela voudra dire qu'on aura réussi cette mission justement d'intégration. Après quelques semaines d'apprentissage du français, Andriana se sent déjà plus à l'aise. Au début, je pensais que mon intégration serait compliquée concernant l'apprentissage de la langue française, mais finalement, je trouve que je m'en sors bien pour une débutante. Je trouve que c'est une langue intéressante à apprendre. J'aime bien aller à l'école et je suis contente d'avoir cette chance. Ces élèves ont également du temps libre dans leur emploi du temps pour suivre une partie du programme scolaire de leur pays grâce à une plateforme en ligne. Près de 17 000 enfants ukrainiens sont actuellement scolarisés en France, environ 1300 dans l'Académie de Versailles. La guerre en Ukraine qui était également au centre des discussions lors de l'émission Face au territoire, diffusée jeudi dernier sur TV5 Monde. Christian Cambon, sénateur et président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, était l'invité de l'émission. Regardez cet extrait. Avant, c'était ce que l'on appelle couramment l'état de paix, puisque nous sommes passés en l'espace de quelques mois à l'état de guerre, en tous les cas, dans la situation du monde. L'état de paix, quelles conséquences cela a eu? Moi, j'ai participé à la précédente loi de programmation militaire, où effectivement le raisonnement des dirigeants, de droite et de gauche, de toute sensibilité, consistait à dire, puisque ça fait plus de 70 ans qu'on ne connaît pas la guerre, on ne va pas dépenser des milliards pour entasser par exemple des munitions qui seront obligées d'être changées au bout de 5 à 10 ans. Et donc, on va constituer un stock raisonnable, mais
l'effet concret, ça a été de procéder à ce qu'un ancien chef d'état-major des armées a appelé l'éreintement de nos forces armées. C'est-à-dire qu'on était arrivé à une situation où, par exemple, près de 50% de nos hélicoptères ne pouvaient pas décoller, faute de pièces de rechange, faute de formation, faute de pilotes disponibles. À la russe ? Je laisse cette affirmation, mais je pense effectivement qu'il y a quelque chose d'assez semblable. Face au territoire avec Christian Cambon est à voir ou à revoir sur les sites internet de nos partenaires Ouest France, Nice Matin et 20 minutes. Sans transition, être livré en un temps record et sans retard, c'est la nouvelle règle du commerce en ligne. L'exigence des consommateurs complique néanmoins la tâche des transporteurs soumis à davantage de pression. Pour relever le défi de la livraison express, certains professionnels développent des services la nuit ou en horaire décalé, vous allez le voir. Les colis arrivent à l'heure et vous allez le voir, c'est aussi plus écologique. Exemple à Marseille avec ce sujet de Christophe Rigaud. Il est 18h dans ce dépôt logistique de pièces automobiles de Marseille. Ces colis seront tous livrés dans la nuit à Gap, Béziers ou dans le Rhône. Ces livraisons en horaire de nuit sont une tendance lourde du transport express. Et dans cette entreprise du secteur, on l'a bien compris, car livrer en journée est souvent synonyme de casse-tête. Vous avez tous les livreurs qui arrivent en même temps, ça sature la circulation, ça prend du temps, c'est pas très rationalisé. Donc de ce constat simple, nous nous sommes dit, mais évidemment, des créneaux libres sont la nuit. Il est un peu plus de 4 heures du matin en banlieue d'Aix-en-Provence et Sébastien arrive de Lyon. Il a roulé toute la nuit pour livrer ce grossiste en pièces auto. Des horaires décalés qui sont un vrai plus pour ce chauffeur. On n'a pas les problèmes de la journée, que ce soit des bouchons, des accidents, il y en a moins. Et on peut être plus précis au niveau des livraisons, de son organisation, de tout ça, quoi. C'est plus simple. Beaucoup moins de stress, oui. J'ai fait de la journée et ça n'a rien à voir. Hein. Ouais. Les livraisons de nuit réduisent considérablement les temps de parcours, les risques de retard, mais elles sont aussi plus écologiques. Le camion est toujours en marche, donc on n'est pas arrêté. Nous, on estime le bénéfice à environ 20% de gains CO2 en moins sur les trajets, sur la distribution. Et quand nous produisons nos bilans carbone à nos clients, effectivement, ça nous permet de leur dire on est vertueux. Les colis de Sébastien déposés cette nuit sont récupérés dans ce sas sécurisé au petit matin. Un mode de livraison très apprécié par ce professionnel. Au plus tôt on va être livré, au plus tôt on pourra servir le client. En général, le professionnel, le garagiste, s'il va avoir un pont bloqué pour une pièce qui arrive à 10 ou 11 heures, ce n'est pas intéressant pour lui. Donc avoir trouvé la bonne solution en étant livré très tôt et pouvoir livrer le client dès 8 heures du matin, dès son ouverture, c'est un gain de temps pour lui et une solution pour avoir sa bonne pièce au bon moment. Avec le boom du commerce sur Internet, le secteur de la livraison a augmenté de 47% en 2 ans. Une forte croissance qui devrait voir la livraison en horaire décalé se généraliser. Sur la route, une autre révolution est en marche, celle de la chaussée. À Nantes, des travaux sont actuellement en cours pour la pose d'une route démontable. C'est une première en France. Cette voie façon puzzle facilitera notamment les interventions futures sur la voirie et permet déjà de réduire le bruit du trafic. C'est tout à fait innovant. Les explications avec ce reportage de Télé Nantes. Regardez. Ces travaux quartier Malakoff vont faire naître une route d'un nouveau genre, une route en kit, la première en France, née d'un partenariat entre l'université Gustave Eiffel, Eiffage et Nantes Métropole, une chaussée démontable qui offre de nombreux avantages, notamment lors d'interventions sur les réseaux souterrains. Quand on a besoin d'intervenir ultérieurement sur les réseaux, on n'a pas besoin de venir faire des tranchées, de venir apporter de l'enrobé supplémentaire avec des transports, des matériaux supplémentaires. On a juste à démonter, intervenir sur les réseaux et remonter, donc le tout en une journée, donc avec une gêne moindre pour les riverains. Une structure en dalle de béton qui aura la particularité d'être poreuse. On a une chaussée qui va permettre d'absorber la pluie quand il va y avoir des grosses averses. Donc ça évite de glisser pour les véhicules, ça évite de glisser pour les vélos aussi, ça évite les aspersions pour les piétons. Et puis également, le fait d'être poreux, ça permet d'absorber le bruit et d'être moins gênant pour la population avoisinante. L'eau ainsi récupérée pourra également être réutilisée pour arroser les espaces verts. En 2008, un prototype a été installé au centre technique de la Janvray. Chaque jour, une trentaine de poids lourds passent sur cette dalle. Un test grandeur nature concluant. En fait, on est dans un centre technique, mais finalement, ça se rapproche des voies qu'on peut trouver sur l'espace public, donc avec des interventions successives de réseaux qui ont fait que
Il y a eu des tranchées, donc avec des morceaux d'enrobés de couleurs différentes qui vieillissent différemment. Et puis on a une zone beaucoup plus homogène qui est la chaussée urbaine démontable. On voit visuellement le résultat, donc on améliore quand même la qualité esthétique de nos voies. Plus cher à la construction, mais beaucoup moins en maintenance. Par rapport à une route classique, une chaussée démontable peut être rentabilisée en une trentaine d'années. Les transports et beaucoup d'autres sujets sont à découvrir dans l'édition spéciale de l'hebdomadaire Le Point, cette semaine, consacrée à la ville de Nice. Au sommaire de ce numéro, notamment des informations exclusives sur le nouveau port de la ville ou encore les perspectives touristiques avec un été impacté par la guerre menée par la Russie en Ukraine. Le Point qui consacre aussi, vous le voyez, une édition spéciale cette semaine à Toulouse. La ville rose qui a su rebondir, selon l'hebdomadaire, avec un dossier dédié aux champions de la relance. L'actualité politique, enfin, avec les élections législatives et un article sur les ambitions de la présidente de la région Occitanie, Carole Delga. Sans transition, dans ce journal, intéressons-nous maintenant à une méthode innovante pour éviter la prolifération des rats en ville. Le déploiement de l'un de ses prédateurs, notamment le furet. La technique est notamment utilisée depuis peu à Limoges et s'avère efficace dans les zones les plus sensibles comme les bas d'immeubles où s'accumulent parfois déchets et poubelles. Écoutez ces précisions recueillies par Alain Druon de la chaîne locale sur place 7 à Limoges. C'est pas un travail pour eux, c'est un jeu. Donc ils aiment ça, ils aiment se balader et chasser le rat. On espère par cette opération un petit peu exemplaire faire comprendre l'importance de la propreté des pieds d'immeuble pour réussir à conjuguer et à maîtriser la prolifération. Le rat, il a toujours été là depuis des siècles, on ne veut pas l'éliminer, l'éradiquer, on veut juste le maîtriser. Il est, dit-on, le meilleur ami de l'homme. Le chien, en plus d'être un fidèle compagnon, peut aussi sauver des vies. Museau et flair, vous le savez, lui permettent de détecter des odeurs ou des substances illégales, même dans un environnement hostile. Des compétences extraordinaires, de plus en plus exploitées lors de grands événements, comme le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, par exemple. Chiens et démineurs, un reportage de la rédaction de Monaco Info. Prénommé Pirate, ce berger allemand est doté d'un flair infaillible. Il traque tout engin explosif qui pourrait être disséminé durant le Grand Prix de Formule 1. Membre à part entière d'une équipe de démineurs venus de la France entière, ce chien a accompli une formation de 14 semaines avant d'être détecté pour le terrain. Ce n'est que du jeu. Le chien est en quête de sa poupée, donc le petit bout de tissu que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, lui, dans sa tête, son travail, c'est de chercher sa poupée. Aucunement on drogue le chien par des explosifs, par des produits stupéfiants ou ce que vous voulez, et toujours dans la bonne humeur. C'est que le chien, voilà, c'est la joie, c'est l'accomplissement de la tâche. Donc c'est une poupée qui est au contact d'un explosif, on le fait travailler dessus et le chien assimile les deux. Les chiens font partie intégrante des opérations de déminage dont l'efficacité repose sur la synergie entre l'homme et l'animal. Un roulement est opéré entre plusieurs chiens. Le repos est primordial pour un meilleur accomplissement de leur mission. C'est 20 minutes de travail pour 40 minutes de repos. Mais là vous voyez que ce matin il fait déjà très chaud et en fait les chiens sont rapidement oxy puisque quand il est en pompage, la phase de pompage, c'est toute l'olfaction. C'est-à-dire que le chien inspire toutes les molécules dans l'environnement. Durant les 4 jours de course, tous les matins, une ronde est effectuée en collaboration avec les équipes de démineurs du Palais Princier. Si un chien détecte quelque chose de suspect, une procédure est directement enclenchée. Si un premier chien a un comportement qui nous inquiète, du coup on fait passer un deuxième chien qui confirmera ou infirmera l'effet du premier. Si bien sûr il confirme, on ne va pas chercher plus loin. Pour nous, c'est probant, il se passe quelque chose. Alors ça peut être un sac émaculé d'une certaine matière, et parfois tout bêtement, ça peut être quelqu'un qui a fait du tir sportif, voilà, qui a utilisé le sac, il l'a posé dans la tribune, il l'a oublié, il n'a pas fait attention, le chien le détecte, puisqu'en fait ils prennent la poudre noire. Donc là du coup, sécurisation, périmètre de sécurité, avis à autorité. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'interviennent les démineurs, puisque nous, on n'est pas démineurs au sens strict du mot. Ces chiens démineurs forment avec leur maître une véritable équipe qui permet de travailler en toute sécurité. Voilà, et du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, passons au championnat de France radiocommandé. Une des manches de cette compétition était organisée il y a quelques jours. Et si ces petits bolides ne font pas le même bruit que leurs très grandes sœurs de la F1, ils n'en restent pas moins performants. Précision au micro de Marc-Antoine Muccelli de la rédaction de Via Télépaisé sur place en Corse. Beaucoup d'entraînement, beaucoup de minutie sur la mécanique.
c'est très très important. La mécanique, c'est essentiel, de bien savoir régler sa voiture et après le pilotage, ça vient avec l'entraînement. C'est une tendance qui commence à se pérenniser. Le nombre d'exposants ne cesse d'augmenter dans les vides-greniers depuis le confinement. Et les clients répondent aussi à l'offre, vous allez le voir. Avec la baisse du pouvoir d'achat, le vide-grenier est devenu l'endroit idéal pour dénicher les bonnes affaires et lutter contre le gaspillage. Exemple dans la Loire avec Adrien Blétry de la rédaction locale de TL7, la télévision de la Loire. Des vêtements, des fioles, des sacs poubelles. Ici, c'est une vraie caverne à Alibaba. Alors là, j'ai un petit peu de tout. J'ai des livres anciens, la peluche, des chaussures, un petit peu de luminaire. Et ça se voit que ça marche. Sur les 1600 mètres carrés de surface, 90% des stands sont occupés par des exposants qui pensent beaucoup à la seconde main. C'est surtout d'éviter le gaspillage parce que ça fait mal au cœur de jeter à la poubelle tous ces objets. Et puis l'argent qu'on récupère, ça permettra d'offrir d'autres choses aux petits, puisqu'on a surtout vendu des jouets qui n'utilisent plus. Un stand se renouvelle ici tous les mois. Il faut donc régulièrement changer ses produits, trouver les bons prix, un vrai travail au quotidien pour beaucoup d'exposants. C'est la différence d'un dépôt-vente, c'est eux qui du coup choisissent ce qu'ils veulent mettre et au prix auquel ils veulent le mettre. C'est cette petite particularité-là que les gens aiment bien, quoi. Une particularité qui se ressent aussi dans la plaine avec les puces marcellinoises qui rassemblent chaque année plus de 2500 exposants. Il y a un certain nombre de bénévoles, parfois nombreux, le matin qui les accueillent pour les placer, vous voyez, dans ces allées-là. On fait un traçage, une grosse attente vis-à-vis des puces. Non seulement par les amateurs, il y a des gens qui aiment bien chiner, mais il y en a d'autres qui en ont besoin. Et donc, soit parce qu'ils ont des affaires à vendre, pour des raisons économiques, et puis ça permet de donner aussi plusieurs vies aux objets. Ce vide-grenier est une véritable institution dans le Forêt. Il existe depuis 1999 et il se tient chaque dimanche de début mai à fin septembre. Un endroit incontournable pour les chineurs et les exposants. Des exposants qui doivent d'ailleurs faire attention à la loi, car il est interdit de participer à une brocante ou un vide-grenier plus de 2 fois par an. Voilà, ouvrons une page culture dans cette édition avec la visite organisée du château de Versailles pour plus de 4000 collégiens des Yvelines et des Hauts-de-Seine. L'occasion pour eux de découvrir l'emblématique château et notamment la salle des glaces imaginée par Louis XIV et d'en savoir aussi un peu plus sur les disciplines artistiques de l'époque. Réaction au micro de Nicolas Dandry de la rédaction de TV78 dans les Yvelines donc. J'aime beaucoup cette pièce avec tous ces miroirs, etc. J'aime beaucoup les tableaux qu'on a montrés. Moi, ce que je préfère, c'est la salle des glaces. Elle est immense. Moi qui n'ai jamais visité le château de Versailles, c'est vraiment magnifique. Je suis venue à peu près au même âge visiter le château de Versailles avec mon école. Et on ne l'oublie jamais. Ce qui m'a marqué sans doute, c'est d'arriver dans ce château immense et d'être tout petit. Et évidemment, quand on grandit, on pense qu'il va prendre des dimensions plus normales et ça n'est pas vrai. Maintenant que je suis au château de Versailles, je sais que ça reste un très grand château. Près de 2000 visiteurs et 250 œuvres exposées. La 2e édition de la foire Menart Art s'est tenue fin mai à Paris. Ce rendez-vous consacré exclusivement à l'art du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord a permis de mettre en avant le travail d'une centaine d'artistes et l'effervescence culturelle d'une région du monde encore méconnue en Europe. Le prochain rendez-vous culturel représentatif de l'art du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord est prévu en janvier prochain à Bruxelles. Allez, on referme ce journal avec un train touristique et historique dans les Vosges. Cette partie du territoire est constellée, vous le savez peut-être, de forts militaires datant du 19e siècle. Finalement très peu utilisés, ces sites représentent désormais un atout touristique pour la région. Près d'Épinal, 2 d'entre eux sont dorénavant reliés par un petit train d'époque remis sur les rails par des bénévoles passionnés. Une première en France. Un reportage d'Anthony Sapp et de Thierry Lasson pour Vosges Télévisions. Attention au départ, après plus de 15 ans de travaux, le train des forts vous propose un petit voyage dans l'histoire de l'ancienne place forte d'Épinal et c'est une première en France. La partie fortification n'intéresse
pas particulièrement, ou alors des gens un peu plus spécialisés. Mais là, on sait que les petits trains, les gens adorent, et c'est leur faire connaître la fortification au travers de l'aspect ferroviaire. Voilà un outil d'attractivité touristique indéniable pour le territoire et en effet pour les forts, la grande passion des bénévoles de l'ARFUP qui animent le site depuis 1989 et travaillent depuis près de 2 décennies sur la restauration de cette petite partie du réseau ferroviaire stratégique créé il y a 130 ans puis progressivement démantelé. Ils y ont passé leurs vacances, leurs week-ends, mais aujourd'hui le train relie à nouveau les 2 forts sur une distance de près de 2 km. Difficile en revanche de connaître précisément le coût global de ce chantier qui s'étend sur plus de 15 ans avec une main-d'œuvre bénévole, du matériel prêté ou récupéré. On parle tout de même d'un budget de 100 à 150 000 euros, allégé par la Fondation du patrimoine, toujours fidèle au poste. On a alloué à près de 30 000 euros et puis la MIF a abondé à 15 000 euros, ce qui fait qu'en tout, c'est une petite somme de 50 000 euros qui a été versée. Plus de 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, mais il faut se remémorer tout ce que ça a été, les difficultés, les machines à vapeur. Et donc, effectivement, quand on prend le TGV, on n'a pas l'impression qu'on vient d'une histoire très longue, et c'est important de se rappeler ça. Et le mieux pour cela, c'est donc peut-être un petit voyage en train entre les forts d'Uxenier et de Bois-l'Abbé, l'occasion de se rappeler qu'Épinal était en 1914 l'une des 4 places fortes principales du système défensif de la France, avec Verdun, Toul et Belfort. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous.